Mythes et complots avec Christian Page. On est avec Christian Page. Christian, bonjour. Salut Benoît. Bon, d'abord, il faut régler les affaires. La conférence du mois de mars. Conférence le 10 mars, c'est Contact avec l'au-delà. On va parler de tout, fantômes, poltergeist, maisons hantées, transcommunication, tu sais, ces enregistrements EVP qu'on enregistre apparemment dans des maisons supposément hantées. Donc, on va tout entendre ça. Okay. On va regarder ça, on va en faire voir, parce qu'il y a aussi des images qu'on a captées de l'au-delà. On va en présenter au public, on va également présenter des EVP, on va parler de tout ça. Où en est l'état de la science, la parapsychologie par rapport à tout ça, et qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion là-dessus. Donc, c'est le 10 mars prochain. Je vais être là. Oui? J'y vais. Ah ben, c'est le 10 mars, le 10 mars. Bon, ouais, parfait. Donc, le 10 mars, il va y avoir du monde là, si tu veux. Non, mais moi, je m'assois dans un coin au fond tranquille, là, je dis rien. OK. Je fais juste... ouais, de quoi. OK, parfait. Donc, c'est le 10 mars prochain. C'est à la base militaire de Longue-Pointe. C'est au coin des rues Langelier et Hochelaga. C'est l'ouverture des portes est à 18h30. La conférence débute à 19h30. Pour avoir plus d'informations, un site internet, le christianpage.ca, tout d'un mot, le christianpage.ca. Ouais. Et pendant qu'on se parle, là, présentement, là, ouais. Tu es aussi en Floride. Exactement. Tu as ce pouvoir. Le pouvoir de me dédoubler. Oui. Donc, je suis d'ailleurs aujourd'hui même au Coral Castle. OK. Est-ce que tu connais... Est-ce que tu parles en dessous de l'eau? tu me parles dans le tuba? Quasiment. Est-ce que tu connais cette histoire-là du parce que c'est un voyage très mystérieux que je fais, comme je le fais toujours d'ailleurs. Ça, c'est pour ta série à Canadé, là, oui, qui vont finir par faire diffuser un moment donné. Un jour ou l'autre. Oui. Donc, parce que à tous les fois où moi je voyage, je me déplace, c'est toujours en fonction du surnaturel. Même quand je prends des vacances, ça devient un peu tannant pour mes conjoints. Je comprends. Hein? Je pour dis mes conjointes parce que bon, au cours de ma vie, ma vie tumultueuse. Pas en même temps. Non, pas tous pas tout en même temps. Mais c'est toujours un peu agaçant parce que à toutes les fois je me faisais des blondes, tu vois, on partait en vacances, c'est toujours pour aller visiter une maison hantée, un lieu mystérieux, tu sais. Ouais. Faut que t'aimes ça. Elle avait travaillé sur son bronzage. Sur son bronzage. Toi, tu l'amènes dans une sorte de maison hantée. Exactement, t'as tout compris. Donc, ça faisait pas des grosses lignes de maillot, ça, là. Non, hein? garde ton speedo, Christian. Alors, tu es en Floride pour? Oui, pour donc la série Dossier Mystère. On a plusieurs items et encore une fois, c'est toujours des éléments à caractère surnaturel. Ma première destination, c'est le Coral Castle. Est-ce que tu connais le Coral Castle? Non. Écoute, faut que je prenne quelques minutes pour te parler Ben, de ça. vas-y. C'est tout à fait fantastique. Notre histoire commence en fait avec un individu, Edward Letzkalkin. Donc c'est un individu, c'est un immigrant lettonien qui a eu le cœur brisé, en fait. Il a demandé à une jeune femme, là-bas, en Lettonie, Agnès, de l'épouser. Elle avait 16 ans. Elle a refusé ses avances. Donc, notre ami Letzkalnin se retrouve un peu le cœur brisé et décide de s'embarquer là où tous les rêves sont possibles, l'Amérique. Donc, on le retrouve début du 20e siècle. Il est en Amérique. Il va vivre d'expédients à gauche, à droite. On le retrouve même au Canada où il travaille dans des chantiers d'abattage. C'est assez curieux parce que c'est un tout petit bonhomme. Hein. Il fait 5 pieds 2. Il pèse à peine 100 livres, tout mouillé. Là, donc, tu vois un peu le genre de bonhomme. Ben oui. Et puis, comme ça, il se promène à gauche, à droite, vie d'expédient. Et puis, au début des années 1920, on le retrouve en Floride. Et là, il va se procurer un petit terrain, tout près des Everglades, en fait, à Homestown. Et là, à la faveur de la nuit, sans jamais faire appel à aucun appareillage lourd, quel que soit des grues, rien de ça, il n'a qu'un bicycle à pédale. Là. Son seul moyen de transport est un bicycle à pédale. Ah oui. Il va construire un véritable château avec des blocs de coraux qu'il va lui-même sculpter, déplacer et assembler. C'est quelque chose d'à peu près impossible. Letzkalnin va travailler toujours à la faveur de la nuit sans jamais que personne ne voit ce qu'il fait. Et là, il va assembler cette gigantesque construction. C'est vraiment une curiosité en soi. Et personne ne voit comment il s'y prend. Il ne fait jamais appel à aucun appareillage lourd, ne fait jamais appel à des voisins, des ouvriers, rien. Il travaille seul. Après quelques années, on découvre cette incroyable construction au milieu d'un terrain pratiquement vague, entouré d'une forêt. Personne ne sait comment Letzkalnin s'y est pris. Des enfants vont raconter avoir vu à un moment donné une nuit, parce que Letzkalnin ne travaille toujours que la nuit. Les jeunes vont raconter qu'une nuit, alors qu'ils se sont approchés près du chantier, ils ont vu Letzkalnin déplacer les blocs en les faisant flotter dans l'air. Écoute, c'est assez incroyable. Un coup que le château a été assemblé, évidemment, Letzkalnin va tenter de... évidemment, ça l'attire des gens, des curieux. Letzkalnin va charger comme 10 sous pour visiter les lieux. Mais son petit terrain d'Homestead est assez loin des grands axes routiers. Alors, ce qui est impossible, Letzkalnin va le faire.
il va déplacer le château de Corail. Il va donc se procurer un terrain tout près de l'autoroute 1 à ce moment-là. Et puis, encore une fois, sans jamais faire appel à des grues ou à de l'appareillage lourd, mais là, cette fois-là, il va briser un peu sa règle de travailler seul. Il va demander à un voisin qui possède un tracteur et un fardier. Il va lui demander d'amener le fardier. Et là, la nuit, à l'abri des regards, Ledskalnin va démonter bloc par bloc le château, placer les blocs sur le fardier et au lever du jour, le voisin avec son tracteur va venir s'arrimer au fardier, transporter sur les 16 km de distance chacun des blocs et que là, il va laisser le fardier à cet endroit-là. Ledskalnin, encore une fois, toujours à la faveur de la nuit, sans jamais personne, va rassembler le château de Corail là où il est maintenant. C'est une histoire tout à fait incroyable. Mais un château, c'est pas avec des pièces, là. C'est 4 murs puis un toit. Non, on s'entend. Le château de Corail est en fait une gigantesque enceinte à l'intérieur de laquelle des monuments ont été assemblés, des meubles. Tout est fait de blocs de coraux. D'ailleurs, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. Pour entrer à l'intérieur de l'enceinte, Ledskalnin a taillé un bloc de corail de 10 tonnes qu'il a traversé avec, on s'imagine le type, le vilebrequin, là. Il a percé avec un vilebrequin de part en part, là, sur la hauteur de ce bloc, un trou dans lequel il a fait passer une tige de métal qui sert finalement de pivot. C'est tellement précis qu'on peut ouvrir la porte uniquement en appuyant avec un seul doigt. Et pourtant, aujourd'hui, il faudrait des mesures laser pour pouvoir traverser un bloc de cette façon-là. Ledskalnin n'a jamais utilisé d'équipement lourd. Encore une fois, son seul moyen de transport était un bicycle à pédale. Lorsque Ledskalnin... c'est incroyable! Et lorsque les gens visitaient le château de Corail, on demandait à Ledskalnin, mais comment est-ce qu'il est? Parce que c'est vraiment une œuvre impossible à réaliser. Ça dépasse l'entendement. Et lorsqu'on demandait à Ledskalnin comment il s'y était pris, il se contentait de sourire en disant qu'il connaissait le secret des constructeurs des pyramides. Et puis, à un moment donné, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Ledskalnin, un jour, s'est senti mal, a laissé une petite écriteau à l'entrée du château de Corail en disant parti à Miami pour des examens. Mais Ledskalnin n'est jamais revenu. Il est décédé à l'hôpital en portant avec lui son secret. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on reste avec ce mystère, cette immense construction faite de blocs de coraux. Est-ce que ça s'est détérioré avec le temps? Parce non. Que ça fait presque 100 ans. Ouais. D'ailleurs, je vais te raconter une petite... Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est une anecdote. Okay. On se comprend. Le château de Corail, donc, se trouve aujourd'hui à Homestead, qui est au sud de Miami. Il y a quelques années, tout le sud de la Floride a été dévasté par un ouragan. Je me rappelle plus lequel, Hugo ou quelque chose comme ça. Et puis, tant et si bien, parce que dans tout le cas, évidemment, on s'interroge comment Ledskalnin s'y est pris. C'est bien beau le secret des pyramides, là, mais bon, on sait qu'il a publié à la fin des années 20, il a publié, ou au début des années 30, il a publié un petit ouvrage sur le magnétisme, mais rien de très complexe, rien de très éloquent qui nous permettrait de connaître le secret de Ledskalnin. À son décès, évidemment, on a fouillé parce qu'il s'était lui-même construit un petit habitat à l'intérieur du château de Corail, une sorte d'appartement, un donjon dans lequel il vivait, et on a fouillé là-dedans, on n'a rien trouvé sur comment il s'y est pris pour construire le château de Corail. On est vraiment devant une œuvre impossible. Et puis, à un moment donné, en regardant des photographies, on a constaté que durant l'époque où le château était en construction, quelques photos ont été prises de Ledskalnin en train de travailler. Les seules choses que l'on voit, c'est que Ledskalnin utilisait toujours 3 poteaux qu'il assemblait en tripode, un peu comme un tipi. Et là-dessus, il faisait simplement passer une chaîne avec, un levier. Et chacun de ces tipis de bois, si je puis dire, était surmonté d'une caisse, un peu comme je dirais à peu près la grosseur d'une caisse, comme un coffre à jouets d'enfant. Et tout ça était placé, ce coffre était toujours placé au sommet des tripodes. Pourquoi placer un coffre comme celui-là? Qu'est-ce que pouvait contenir ce coffre? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans qui aurait permis à Ledskalnin de travailler? Parce que c'est bien beau placer 3 tripodes, une chaîne, un crochet. On ne déplace pas des blocs de 10 tonnes avec ça. Il devait y avoir quelque chose. Et toutes les photographies qui ont été prises durant la construction du château de Corail montrent ces tripodes avec cette boîte au-dessus. Et cette boîte, personne ne l'a retrouvée? Voilà. Au moment où Ledskalnin est décédé, évidemment, on a fouillé ses habitats, on a essayé de retrouver la fameuse boîte, les plans, on n'a rien retrouvé. Et puis, il y a quelques années, et là, j'arrive à mon anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a quelques années, donc, lorsque le sud de la Floride a été dévasté,
les militaires ont occupé les lieux. En fait, il y avait à peu près la seule chose qui était restée debout, c'était le château de Corail, qui, pour répondre à ta question, réussit très très bien le passage du temps, résiste bien au passage du temps. Donc les militaires ont occupé Coral Castle. Et puis à un moment donné, et là un militaire m'a confié ça, mais bon, un militaire qui le tient d'un autre militaire, durant le temps où les militaires ont occupé Coral Castle, il y a dans Coral Castle, dans le château de Corail, il y a un puits que, évidemment, Letskalen a creusé et qui lui offre de l'eau potable. On a fait descendre des caméras à l'intérieur de ce puits et bingo! Au fond du puits se trouvaient 2 des fameuses boîtes que Letskalen aurait utilisées. Les militaires, évidemment, auraient récupéré les boîtes et là, les auraient acheminées à un endroit où personne ne pourrait jamais les trouver, à savoir une petite base militaire dans le Nevada, connue sous le nom de Zone 51. Ben non, voyons donc, c'est pas vrai. OK, donc présentement, tu es là. Donc, je suis là, Château de Corail, donc j'y passe une journée complète avec les gens là-bas. On va vraiment explorer l'ensemble de tous les éléments du Château de Corail. Ensuite de ça, je remonte un peu vers le nord, direction Fort Lauderdale, avec Fort Lauderdale, avec les gardes-côtes, et là, je m'engage dans le triangle des Bermudes. Ah oui, tu t'en vas là. J'ose espérer que je vais être de retour. Mais peut-être que c'est ta dernière chronique, Christian. Peut-être que... As-tu un mot à dire avant? Comme testament? Oui, acheter des 6,49. OK, on s'arrête sur ces grandes paroles de sagesse. Je peux pas croire qu'on te paye pour dire ça. On revient après la pause. De retour avec Christian Page, si t'es toujours vivant. Donc, si finalement j'ai réussi à échapper au vortex du triangle des Bermudes, écoute, là, je retraverse la péninsule de la Floride, direction côte ouest, et là, il y a une maison hantée, que l'on dit l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Ah oui? Oui, absolument. Donc, c'est la May Stranger House, et c'est aujourd'hui un musée. L'endroit serait habité par plusieurs fantômes. Alors, je vais me retrouver là avec une équipe de chasseurs de fantômes, avec les caméras thermales, caméras vision nocturne, et on va essayer de capter des images de ces mystérieux fantômes. Donc, ça, donc, on a une première étape, là. Donc, maison hantée, juste au nord, en fait, ça se trouve d'abord le château de Corail. Le château de Corail, le triangle des Bermudes. Puis après une maison la maison hantée. hantée à Brooksville. Je t'amène pas ta blonde. Ben oui, ma blonde vient avec moi. En plus? Ben oui, ma blonde vient. Mais ça finit pas là, Benoît. Ça finit pas là. Écoute, non? On remonte ensuite la Floride et on va faire une entrevue avec un parapsychologue réputé. On fait un petit arrêt pour se détendre à l'Institut de parapsychologie de la Floride. Ben oui. Ben oui, bien sûr, à Gainesville. Ça, c'est si tu as survécu au triangle des Bermudes. Oh, si on a survécu au triangle des Bermudes. Et ensuite de ça, direction... Pas sûr de ça. C'est pas sûr. Ensuite de ça, direction la Nouvelle-Orléans. Et là, en Nouvelle-Orléans, ce qui m'intéresse le plus, il y a deux targets, deux cibles très précises. La maison de Madame Lalaurie. Est-ce que tu connais Madame Lalaurie? Non. Femme sympathique, tu vas le voir. Donc, Madame Lalaurie, on se retrouve, on est au début du 19e siècle, donc aux alentours des années 1915-1920, et Madame Lalaurie fait partie, elle a une gigantesque maison qui se trouve dans le quartier français, sur la rue Royale. Elle a épousé, elle en est à son 3e mariage, elle a épousé un chirurgien, le docteur François Lalaurie, qui est d'origine française d'ailleurs, et puis là, bon, elle fait partie du gratin. C'est une femme, on nous dit, très jolie, mais les photographies et les peintures d'époque qui existent là, montre une femme plutôt moyenne, assez ordinaire. Mais toutefois, elle fait partie de cette bourgeoisie. C'est une femme cultivée, intelligente, qui a du style, qui a du panache. Et elle organise tous les vendredis soirs des soirées mondaines chez elle. Les gens, tout le petit gratin de la Nouvelle-Orléans se rend chez Madame Lalaurie. Ça fait bien de dire, on a passé le vendredi soir chez Madame Lalaurie. Ce sont des soirées très intellectualisées. Et la seule chose qu'on pourrait peut-être reprocher à Madame Lalaurie, c'est qu'elle est un peu dure avec ses esclaves. Faut se rappeler que c'est l'époque où l'esclavage était légal aux États-Unis et Madame Lalaurie, évidemment, a une poignée d'esclaves. À quelques reprises, elle s'est montrée un peu dure, même physiquement un peu dure. Disons que les taloches passaient par là. pour utiliser l'expression. C'est pas drôle. Mais bon, c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher. Et à un moment donné, on est en 1834. Madame Lalaurie, pour te montrer un peu son caractère un peu vindicatif, parce que une de ses esclaves lui avait un peu tiré les cheveux, une voisine voit Madame Lalaurie sortir de la maison avec la cravache à la main, poursuivre l'une des jeunes esclaves de la maison, la poursuivre dans le jardin. La jeune fille fait le tour du jardin, entre à nouveau dans la maison, et quelques minutes après, elle ressort sur le toit de la maison,
toujours poursuivie par Madame Lalaurie. Finalement, Madame Lalaurie va la poursuivre jusqu'à la fête du toit. La jeune fille bascule, tombe dans le jardin et se brise le cou, évidemment. Sans faire ni un ni deux, Madame Lalaurie ressort de la maison avec un de ses majordomes et va simplement prendre le corps de la jeune femme pour l'acheter dans un puits. Mais la loi étant ce qu'elle est, évidemment, les voisins témoins de cet acte vont contacter les services de police qui vont se rendre chez Madame Lalaurie, retrouver le corps de la jeune femme dans le puits, et Madame Lalaurie va perdre son droit d'avoir des esclaves. On lui retire donc ses esclaves. Mais comme je l'ai dit, la loi étant ce qu'elle est, les esclaves sont remis en vente, rachetés par un membre de la famille de Madame Lalaurie et finalement retournent chez Madame Lalaurie. Donc ça, c'est un petit épisode, 1933. Ça nous montre un peu le caractère de Madame Lalaurie. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'on va découvrir en avril 1834. Le 10 avril 1934, un incendie se déclare dans la maison des Lalaurie. Évidemment, les sapeurs-pompiers accourent rapidement et au moment où on s'apprête à éteindre l'incendie, Monsieur et Madame Lalaurie sont beaucoup plus préoccupés par sortir les meubles et les objets de valeur de leur maison que de se préoccuper des esclaves qui sont à l'intérieur. Finalement, les sapeurs-pompiers vont pénétrer dans la maison et découvrir une femme attachée littéralement au fourneau de la cuisine avec une chaîne. Elle va confier que c'est elle qui a mis le feu à la maison parce qu'elle voulait se libérer du joug de Madame Lalaurie. On la libère donc et on lui demande s'il y a d'autres esclaves dans la maison et la jeune femme va les conduire par une série de portes dérobées, un escalier dérobé, vers un endroit dans le grenier et là on va découvrir le laboratoire de Madame Lalaurie. Parce que Madame Lalaurie, elle aussi, a des penchants pour la médecine. Donc, sur des étagères, des organes que l'on conserve dans des pots, dans de l'alcool ou de la formaldéhyde. Sur des tables, il y a encore des gens vivants qui sont les objets de vivisection organisés par Madame Lalaurie. Madame Lalaurie s'est amusée à briser les membres de plusieurs de ses esclaves rébarbatifs qu'elle a placés ensuite dans de véritables cages à chiens, de manière à voir comment les os reprendraient entre eux. Ces gens-là sont devenus des monstres, de véritables crabes humains. Et là, évidemment, les sapeurs-pompiers, en découvrant le laboratoire de cette Frankenstein moderne, n'ayons pas peur des mots, vont sortir ces esclaves-là, vont les amener dans une maison à côté, là, dans une sorte de garnison où ils vont être gardés. Madame Lalaurie, elle, ne semble pas trop s'en faire avec ça, donc elle retourne à l'intérieur, les flammes sont rapidement éteintes, elle, son mari, ses 2 enfants regagnent la maison, mais elle sait très bien que son sort est scellé, que ce n'est plus qu'une question d'heure avant que les policiers débarquent chez elle et qu'il y ait des arrestations. Donc les gens, il y a une foule qui se place devant la maison de Madame Lalaurie qui vont occuper la rue Royale et on la voit derrière la fenêtre qui regarde de temps à autre dans la rue. Elle voit cette foule qui ressemble... Mais cette foule est hostile à... Évidemment hostile à Madame Lalaurie parce que là, évidemment, la rumeur court à vitesse grand V. On a trouvé ce laboratoire, ces êtres humains dans des conditions tout à fait épouvantables. Et là, Madame Lalaurie va s'occuper simplement de ramasser ses bijoux, ses objets. Et puis, à la tombée de la nuit, quelques minutes avant que débarquent les policiers, Madame Lalaurie, son mari, ses 2 enfants vont quitter les lieux avec une calèche. Pendant des années, ils vont être absents. On croit qu'ils se sont exilés en France. Maintenant, la suite de l'histoire est un peu floue. Certains disent que Madame Lalaurie serait morte en Europe, en France, dans une famille, dans la famille de son mari. D'autres racontent qu'elle serait revenue vivre à la Nouvelle-Orléans dans les dernières années de sa vie. Apparemment, la poussière ayant retombé sur ses méfaits des années qui s'étaient produits quelques années plus tôt. Mais c'est une femme tout à fait épouvantable, un monstre moderne. Mais s'il y a des preuves de ça. Oh oui, absolument. On a les rapports policiers, les documents, les articles de journaux qui ont été écrits à l'époque. Tous ces éléments-là sont confirmés. Ah oui. Donc, ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est qu'évidemment, avec une histoire aussi épouvantable comme celle-là, tu le comprends bien, la maison est vite. D'abord, elle était après le départ des Lalaurie, la maison était mise à sac par la foule hostile aux Lalaurie. La maison est restée abandonnée pendant quelques années, ensuite rachetée, rénovée. Aujourd'hui, la partie basse de la maison sert de commerce. La partie haute de la maison a été transformée en appartement, en condominium. C'est la maison, dit-on, la plus hantée de la Nouvelle-Orléans parce qu'évidemment, avec les crimes qui se sont produits, évidemment, toutes les rumeurs sont prises. Et il y a quelques années, cette maison était la propriété de nul autre que Nicolas Cage, l'acteur qui a gardé la maison pendant quelques temps. Lui-même, Cage, aurait vécu une expérience assez traumatisante alors qu'il visitait la maison de Madame Lalaurie. Mais là, évidemment, on tombe dans le domaine de la rumeur. C'est le Ghost Rider qui dit ça, hein? Ouais, c'est ça, évidemment. Juste avant d'embarquer sur sa moto. Aucun lien de parenté avec Nicolas Cage? Non, absolument non, pas. Toi, c'est Page. Page, ouais. Ah ouais, c'est pas Et pareil. après cette merveilleuse visite à la maison Lalaurie, je vais terminer mon voyage en passant 2 nuits dans la maison la plus hantée des États-Unis,
la Myrtle Plantation. Donc, la Myrtle Plantation se trouve à 1 heure de route à peu près de la Nouvelle-Orléans, à San Francisville, au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, et on dit que c'est la maison la plus hantée de toutes les États-Unis. Il y aurait évidemment, il y a des histoires d'esclavage, un maître qui aurait tranché l'oreille d'une esclave, celle-ci, pour se venger, aurait empoisonné les enfants du propriétaire terrien, la foule et des autres esclaves, vindicatifs de la voir commettre un crime contre leur maître, l'aurait lynché à un arbre de la plantation, et depuis, le fantôme de cet esclave vit à l'intérieur de la maison, avec d'autres fantômes apparemment. Bref, tous les propriétaires de cette propriété, la Myrtle Plantation, ont été témoins de phénomènes tout à fait extraordinaires. On dit que cette maison est la maison la plus hantée des États-Unis, et je vais donc terminer mon séjour en passant 2 petites nuits dans la Myrtle Plantation. Quelle agréable vacances. Ah oui. J'espère que tu vas revenir de ton voyage. Au Triangle des Bermudes. Oui, ça, c'est combien de temps, ce voyage-là? Pendant 1 semaine. Une semaine? Ah oui. Bon, ben allez, Écoute, on se reparle la semaine prochaine. Ça marche, merci. Merci, salut. Christian Page, merci à Alex, à Larry et à François. Je suis toujours bouleversé, moi, après cette chronique-là. Merci à vous, puis on refait ça demain midi. Au revoir.